Dans l'histoire, au fond, la violence règne toujours en maîtresse. Il arrive que la paix règne. Et lorsque l'on vit dans une cité qui connaît la paix, on peut entretenir l'illusion d'une sorte de fin de l'histoire. On peut entretenir l'illusion d'un apaisement des esprits qui serait comme la garantie d'une disparition définitive de la violence et, sur le plan du droit international, qui serait la garantie d'une disparition définitive de la guerre elle-même. Et là, il y a une illusion. Non pas que l'idée d'une fin de l'histoire paisible soit absurde, mais cette idée n'est peut-être qu'une idée de la raison, un idéal régulateur, quelque chose qui permet de donner un sens à sa vie et à son action. Mais si l'on considère la réalité de l'histoire telle qu'elle nous apparaît lorsque l'on feuillette les livres d'histoire, et l'histoire telle qu'elle nous apparaît dans la réalité du présent, il suffit de regarder ce qu'il en est du cours des choses, alors cette histoire est toujours très profondément imprégnée par la violence, le chaos et par la guerre. Et c'est cette situation-là, cette situation de guerre, cette situation de violence, qui porte les individus à devoir faire des choix décisifs. Et c'est également dans cette situation que surgit très précisément la figure du héros. Le héros est un homme ou une femme qui fait preuve d'une grande bravoure. Le héros est un homme ou une femme qui fait preuve d'un grand courage. À l'évidence, le héros est une personne qui ne recule pas devant l'engagement. Toutefois, lorsque l'on a évoqué l'idée du courage, peut-être n'a-t-on pas dit suffisamment pour éclairer la figure du héros. Peut-être alors qu'il faut s'interroger sur l'action même qui est celle du héros. Peut-être faut-il se demander ici quelle est la nature de l'action héroïque. Autrement dit, quelle est sa finalité et peut-être aussi quelle est l'intention qui préside à son accomplissement. Une première approche du héros pourrait consister à considérer que le héros est celui dont l'action produit des effets dans l'histoire, des effets durables, des effets qui s'instituent et des effets qui instituent quelque chose qui est une réalité s'inscrivant dans une durée. Pour le dire simplement, le héros serait donc celui dont l'action est efficace, celui dont l'action connaît le succès. On pensera ici à la philosophie de Hegel. Lorsque Hegel pense le sens de l'histoire, lorsqu'il s'interroge sur ce qui est à l'œuvre dans le cours de l'histoire humaine, il met toujours la figure du grand homme, qui est celui dont l'action est déterminée par des passions. Mais ce n'est pas la passion qui fait le grand homme. Ce qui fait le grand homme, c'est la passion qui produit dans l'histoire des effets décisifs. Le grand homme est celui qui produit dans l'histoire des effets qui vont participer à l'accomplissement de l'humanité. Le héros hegelien, c'est le grand homme. On pensera ici à la figure d'un Napoléon qui, mu par ses passions, provoque le chaos. Celui qui, mu par ses passions, n'agit pas moralement, mais qui, en vertu de ses passions et de la puissance qu'elles représentent, va provoquer dans l'histoire quelque chose qui est un progrès. Napoléon est celui qui, par la codification du droit et par l'extension de l'idée du droit émanant de la Révolution française à travers toute l'Europe, participe à un progrès d'ordre juridique. Alors ça n'empêche pas que Napoléon soit par ailleurs quelqu'un qui manque de moralité et de vertu. Mais aux yeux de Hegel, ça n'est pas l'intention qui fait le héros. Ce qui fait le héros, c'est le succès de l'action. Ici, plus précisément, le succès historique, politique et juridique. Cette première conception du héros se heurte à une difficulté, qui est celle du point de vue qui permet de la mettre au jour. On peut considérer que la figure d'un Napoléon est celle d'un grand homme ou d'un héros dans la mesure où son action produit quelque chose dans l'histoire qui est conforme à l'idée du droit émanant de la Révolution française et conforme à une idée qui va s'incarner dans des institutions dont la République elle-même est l'héritière. Bon, ça c'est un fait. Mais au moment où Napoléon agit, on ne peut penser qu'il est ce grand homme que si l'on adopte un point de vue qui est celui d'une fin de l'histoire, qui est très précisément une fin de l'histoire conforme à l'idée d'un droit servant les intérêts de l'humanité tout entière. Donc on ne comprend la figure de héros ici que dans une perspective qui est celle d'une histoire, et plus précisément que lorsque l'on adopte le point de vue de la fin d'un processus, le point de vue de ce qui donne sens au processus. Bon, si je me promène pour être en bonne santé,
je ne comprends le sens de ma promenade qu'à partir de la bonne santé. Mais la bonne santé, en tant qu'elle résultera de la promenade, viendra après. Donc si je pense la promenade en adoptant le point de vue de sa fin, c'est-à-dire de son but, la cause de la promenade ne précède pas la promenade, elle succède à la promenade, elle vient après et non pas avant. Eh bien, de manière analogique, le cours de l'histoire n'a de sens que si ce qui se produit aujourd'hui se produit en vertu d'une fin qui adviendra plus tard. Et donc je comprends ce qui se joue maintenant en adoptant le point de vue de cette fin qui adviendra plus tard. Et donc, la figure du héros hegelien, c'est une figure qui ne se comprend qu'en adoptant le point de vue de ce qui adviendra plus tard, c'est-à-dire le point de vue de la fin d'un processus, le point de vue de la fin de l'histoire, mais précisément, un tel point de vue est problématique. Un point de vue de cet ordre est problématique, puisque cela reviendrait à penser l'histoire du point de vue de son achèvement, comme si l'on pouvait penser l'histoire dans sa totalité, autrement dit, comme si on pouvait penser l'histoire du point de vue de Dieu. Si donc on se tourne maintenant du côté de l'agent historique, si on essaye de penser ce qui se joue dans l'histoire du point de vue de l'histoire elle-même, du point de vue de l'agent historique, alors le héros n'est plus du tout ce qu'on disait. Le héros n'est pas celui qui simplement est mu par une passion qui va produire des effets dans le cours de l'histoire. Le héros n'est pas celui qui agit conformément à un destin. Il n'est pas celui qui accomplit le destin ou qui participe à l'accomplissement du destin de l'humanité. Le héros, plus simplement, est celui qui agit par devoir. Il est celui qui fait son devoir. Il est celui qui obéit à cette loi qui commande d'agir conformément à un principe de respect de l'humanité et de respect de son humanité. Le héros, ainsi entendu, n'est plus cet instrument de l'histoire permettant l'accomplissement d'une fin rationnelle. Le héros pensé de ce point de vue est une figure morale. C'est la figure d'un homme ou d'une femme qui obéit à la loi que cet homme ou que cette femme se donne en tant qu'être de raison. Autrement dit, la figure de héros ici, c'est la figure de celui qui n'est plus déterminé par le désir d'accomplir ce qui sert ses intérêts. Il n'agit pas en obéissant à ce qu'Aristote appelait les conseils de la prudence. Il ne se soumet pas à une règle qui vient prescrire une action conforme aux intérêts de celui qui agit. Il n'est pas prudent, en réalité, le héros. Il est même très imprudent. Il fait ce que sa conscience lui commande de faire. Il se reconnaît non pas au succès de son action, mais il se reconnaît à l'intention de son action. De sorte d'ailleurs que de l'extérieur, il est difficile de le reconnaître, puisque l'intention reste cachée dans l'intériorité d'une subjectivité qui échappe à toute connaissance achevée. Malgré tout, si l'action ne prouve pas la bonne intention, ce que l'on sait, c'est que la bonne intention produit une action qui, en tous les cas, elle, se reconnaît à sa dimension conforme à ce que prescrit le devoir. Donc le héros, ainsi pensé, n'est pas ce personnage qui est comme l'instrument d'une histoire rationnelle qui s'autodéploie. Le héros est celui qui, par son action, tente de modifier le cours des choses. Il ne se soumet pas au cours des choses. Il obéit à une loi qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire une loi qui vient de l'intériorité d'une humanité qui n'est pas totalement prisonnière de la nature, qui n'est pas totalement prisonnière de l'histoire. Le héros est celui qui, de ce point de vue-là, fait preuve d'une autonomie. Il obéit à la loi qu'il se donne en tant qu'être de raison, et en obéissant à cette loi, il fait surgir dans le cours des choses quelque chose qui ne s'explique pas par le cours des choses. Il fait surgir dans le monde quelque chose qui ne vient pas du monde. Autrement dit, le héros ici est la figure de l'homme ou de la femme libre. Il y a là un élément de réflexion qui est très éclairant au regard de ce qui fait la valeur de la République. La République est un cadre politique qui est conforme à la destination de l'homme. C'est un cadre politique qui est conforme à la possibilité pour chacun d'actualiser sa raison et sa liberté. La République n'interdit pas de cultiver sa raison. Elle n'interdit pas d'agir librement. Autrement dit, la République n'interdit pas d'être autonome. Celui qui vit en République n'est pas nécessairement moral.
Il peut se contenter simplement d'obéir aux lois de la République par intérêt. Mais la République n'est pas un obstacle à l'action morale. Elle ne lui interdit pas d'agir moralement. Autrement dit, dans la République, on peut faire son devoir sans avoir à craindre les effets d'une action accomplie par devoir. On peut agir par devoir sans craindre de voir les éléments se retourner contre soi. À l'inverse, dans une tyrannie, ou dans une situation guerrière où la violence règne en maîtresse, celui qui fait son devoir se heurte directement aux événements. Il se voit confronté à une réalité qui, elle, est totalement contraire aux exigences de la moralité. Voilà ce qui permet de distinguer une république et une situation tyrannique. Dans la République, on peut agir par devoir sans être héroïque. Dans la guerre, faire son devoir, c'est héroïque. Dans la situation de violence instituée par les tyrans, dans le chaos que produit la tyrannie, agir par devoir, c'est héroïque. Agir par devoir réclame ce courage d'affronter l'adversité, d'affronter la douleur, et évidemment d'affronter la possibilité même de sa propre mort. Celui qui agit en héros place quelque chose au-dessus de la vie. Ce qu'il a placé au-dessus de la vie, c'est la liberté. Et en agissant ainsi, il révèle quelque chose qui est le cœur même de l'humanité. Ce quelque chose, c'est la liberté. Les Grecs considéraient le héros comme un demi-dieu. Hercule agit comme un homme et comme un dieu. Ce qu'il produit dans le monde, la bravoure qui est la sienne, révèle qu'il est plus qu'un simple être humain. Hercule possède en lui quelque chose de divin. Alors évidemment, le héros tel que nous venons de l'envisager, cet homme ou cette femme qui obéit à sa propre raison, cet homme ou cette femme qui obéit à la loi qu'il ou qu'elle se donne en tant qu'être de raison, cet homme ou cette femme autonome qui est prêt à affronter l'adversité, qui est prêt à affronter la douleur et la mort. Évidemment, un tel héros n'est pas un dieu, pas même un demi-dieu. Il n'est qu'humain, totalement humain. Mais l'on n'est jamais trop humain. En réalité, la figure de héros révèle que l'homme n'est pas totalement prisonnier du monde. Elle révèle que l'homme possède en lui une puissance, non pas forcément de modifier l'ordre des choses, mais d'affronter cet ordre des choses, de ne pas se soumettre. Le héros nous révèle qu'il y a en nous quelque chose qui n'est pas simplement plongé dans la matérialité ou dans l'empiricité d'une réalité simplement mécanique, d'une réalité simplement corporelle et sensible. Il nous révèle qu'il y a en nous quelque chose qui est, disons, métaphysique. Il nous révèle qu'il y a en nous quelque chose, c'est-à-dire la liberté, qui nous élève très précisément au-dessus du monde des choses. Autrement dit, et là les Grecs anticipaient sur quelque chose, le héros nous révèle qu'il y a en l'homme quelque chose qui n'est pas étranger au divin.